Bonjour à tous. Donc effectivement, après la présentation passionnante de David, qui nous a montré en fait l'importance des coraux en tant qu'habitat pour une grande biodiversité et l'importance aussi de la résilience de ces organismes, je vais me focaliser sur le corail en lui-même, le cnidaire, qui est le support physique de ces écosystèmes, et sur la compréhension de ces mécanismes moléculaires de résilience. Donc en fait, c'est des travaux qui sont en cours au laboratoire Interaction Pathogène Environnement, qui est une unité bicite sur Perpignan et sur Montpellier, et qui a rejoint le LABEX très récemment. Parmi les modèles de l'unité, donc Pocillopora d'amicornis, donc qui est un corail scléractiniaire, mais qui est plus généralement un holobionte, un méta-organisme, c'est-à-dire à la fois un cnidaire, mais également une communauté microbienne commensale, et spécifiquement pour les coraux scléractiniaires, également une association symbiotique avec une algue unicellulaire brune du genre Symbiodinium, qui donne en fait sa couleur brune au polype, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, donc la zooxanthelle. Et je ne vais pas revenir beaucoup dessus, mais on a vu à quel point ces coraux étaient intéressants dans un contexte de changement climatique, notamment parce que ce sont des organismes sessiles qui ne peuvent pas bouger et longévivent jusqu'à plusieurs milliers d'années, donc ils sont directement exposés aux perturbations environnementales. Et on sait que déjà au cours du dernier siècle, avec l'augmentation de température des eaux de surface notamment, 19% des récifs ont été dégradés de façon permanente et l'augmentation de température va se poursuivre à un rythme encore plus important dans le siècle qui vient. Malgré ça, en fait, on a déjà des indices de capacité de résilience pour ces organismes. Vous voyez ici un suivi en Polynésie de la couverture corallienne en bleu sur ce schéma depuis les années 90, avec les barres grises qui correspondent à des événements de blanchissement massif. Ce blanchissement massif correspond à la rupture de la symbiose et en l'occurrence était dû à des anomalies thermiques, donc des augmentations de la température de l'eau. Et on peut voir qu'au fur et à mesure de ces événements, dans ce cas-là, on a observé une résilience de la couverture corallienne qui est revenue quasiment à son état d'origine, à une nuance près que selon les espèces de coraux, on va avoir un retour à la couverture d'origine qui peut être assez différent. Alors David en a parlé aussi, étant donné que ce sont des organismes longévifs, on peut penser dans un premier temps à des mécanismes d'acclimatation. Et en fait, des études récentes, dont il a parlé, puis d'autres études également ont montré, soit par des expériences de transplantation réciproque ou par des croisements entre des populations plus ou moins sensibles au blanchissement, qu'en fait cette thermotolérance pouvait être partiellement héritable. Et on a des effets combinés de l'acclimatation et de l'adaptation. Et Pocillopora d'amicornis, en plus de sa répartition dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique, est une espèce qui est particulièrement sensible au blanchissement. Et donc on peut se poser la question de sa capacité d'acclimatation ou d'adaptation. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est l'identification des mécanismes moléculaires impliqués dans cette thermotolérance. Donc la spécificité de l'unité va être de mener des approches intégratives à différentes échelles, du gène à l'organisme jusqu'aux populations. Et j'ai représenté sur ce graphique les différentes échelles moléculaires auxquelles on s'est intéressé dans ces projets, qui vont de l'étude du transcriptome, le niveau d'expression des gènes, qui va être la première réponse de l'organisme à une perturbation, c'est notre phénotype moléculaire central, puis l'épigénome, donc qui sont ces modifications de l'ADN qui ne sont pas portées par la séquence, mais qui sont liées à la structure de la chromatine, qui sont des mécanismes qui vont être plus dynamiques, qui peuvent être induits par l'environnement, et donc plus dynamiques que les modifications à l'échelle du génome, génome pour lequel on s'est intéressé au polymorphisme type SNP, mais également au mouvement d'éléments transposables, ou encore aux variations de nombre de copies, copy number variation,
qui sont des duplications en tandem de fragments du génome. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc sur cette échelle de temps, on peut replacer un petit peu ces deux problématiques, capacité d'acclimatation à une échelle de temps plus restreinte, à l'échelle de la durée de vie de l'organisme, ou d'adaptation, donc à l'échelle d'une population. Donc pour ces deux aspects, on a deux projets un petit peu complémentaires en cours. Le premier volet concernant l'acclimatation, qui va être l'étude d'individus provenant d'un environnement stable, pour lequel on a réalisé des expériences de stress thermique récurrentes pour analyser les mécanismes moléculaires de l'augmentation de la thermotolérance, que vous verrez tout à l'heure. Et puis notre stratégie qui va être la comparaison de populations qui proviennent d'environnements avec des fluctuations thermiques naturelles plus ou moins importantes et pour lesquelles on va à la fois caractériser la réponse au stress thermique mais également rechercher des marques génomiques d'adaptation. Donc même si Pocillopora damicornis est une espèce qui est très intéressante d'un point de vue écologique, les ressources moléculaires disponibles étaient peu importantes. Donc pour mener à bien ces projets, en fait, on a produit différents transcriptomes. Le premier méthylome, dont je parlerai tout à l'heure, et donc assemblé le premier génome pour cette espèce dont la notation est encore en cours. Donc pour ce qui concerne le premier volet de ces travaux, donc acclimatation, comme je vous le disais tout à l'heure, la stratégie a consisté à récupérer des fragments provenant d'une même colonie en Indonésie, un environnement plutôt stable, et expérimentalement induire des blanchissements par l'augmentation de la température, augmentation écologiquement réaliste, jusqu'à induire, comme vous voyez ici, blanchissement, donc premier stress thermique expérimental, puis on rediminue la température, on laisse les fragments récupérer, résilier, retrouver leur symbiote, retourner à un état physiologique macroscopique basal pendant 1 an, puis on applique un second stress thermique de même nature, on laisse récupérer, on rediminue la température, on laisse récupérer pendant 1 an, et enfin, on applique un troisième stress thermique. Et déjà, sur ce graphe, vous pouvez voir que, au fur et à mesure de ces expérimentations, on va induire un délai dans le blanchissement donc, de ces fragments. Et également, au niveau de la mortalité, vous avez ici le pourcentage de mortalité au cours du premier stress, en bleu, au cours du second stress en violet, ou au cours du troisième stress en rouge. Et clairement, ces épisodes de stress récurrents sur des mêmes fragments, comme dans une même colonie, ont induit une augmentation rapidement de la thermotolérance de cet organisme. Alors pour ce qui est des mécanismes moléculaires donc, qui pourraient expliquer cette modification, cette augmentation de la thermotolérance, on a étudié à la fois le transcriptome, l'analyse du différentiel d'expression entre différentes conditions, également au niveau de l'épigénome et notamment de la méthylation de l'ADN, donc travaux qui sont encore en cours, et puis au niveau du génome, à la fois donc, pour les éléments transposables qu'en fait on n'a pas encore pu détecter avec les méthodes standards, et également au niveau de variation du nombre de copies. Donc pour ce qui concerne tout d'abord l'analyse du différentiel d'expression, alors juste préciser que toutes ces expérimentations ont été faites en triplicate et le différentiel d'expression peut être mesuré de différentes façons. Alors la première analyse va consister à comparer les fragments avant et pendant le premier stress thermique ou avant et pendant le troisième stress thermique. Donc un exemple de ce qu'on peut obtenir ici. Type de graphique où vous voyez le taux d'expression et le ratio d'expression entre ces deux conditions-là. Les points qui apparaissent en rouge sont des gènes qui sont significativement surexprimés ou sous-exprimés dans une condition par rapport à l'autre. Donc je ne ferai pas beaucoup de commentaires sur ces résultats. Par contre, ce qui est beaucoup plus marquant, c'est que si on compare cette fois les individus naïf, entre guillemets, avant premier stress thermique ou après 2 épisodes de stress à l'état basal, on a, comme vous voyez ici, un très grand nombre de gènes qui sont différentiellement exprimés. C'est la même chose entre ces deux échantillons, ce qui montre que ces épisodes de stress récurrents
ont induit une modification très importante du transcriptome, y compris à l'état basal. Pour ce qui concerne donc l'analyse de la méthylation, bon, ici c'est vraiment la première étape avant de pouvoir réaliser la caractérisation du différentiel de méthylation avant et après les épisodes de stress récurrents. Donc ici simplement une description du méthylome, première description chez un corail scléractiniaire, avec sur ce graphe le taux de méthylation des cytosines pour nos 3 réplicas. Ici une région du génome qui va couvrir un transcrit avec les exons qui apparaissent en vert. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que comme chez la plupart des invertébrés, chez cet organisme, on a une méthylation en bloc qui est principalement dans les régions codantes, donc principalement intragénique, en contexte CPG et représente 1,4% des cytosines totales. Donc l'analyse maintenant du différentiel est en cours. Et enfin, je vous parlerai du variation du nombre de copies, CNV, donc comme je vous le disais, qui sont des variations, des duplications en tandem de régions du génome. Donc duplications qu'on va détecter schématiquement en analysant la couverture entre nos 2 conditions, avant et après les épisodes de stress récurrents. Ici toujours une fenêtre sur le génome, et des points en rouge qui correspondent à des régions pour lesquelles le nombre de copies est significativement plus élevé, en l'occurrence dans les fragments après les 2 épisodes de stress récurrents par rapport aux fragments entre guillemets naïfs. Et en fait, cette région ici est un petit peu représentative de ce qui se passe de façon plus générale, puisqu'on a un plus grand nombre de régions qui vont être surreprésentées, donc qui vont être dupliquées en fait, dans nos fragments après les 2 épisodes de stress récurrents. Et ce qui est intéressant également, c'est si on s'amuse à faire simplement une analyse de corrélation entre le ratio d'expression des gènes et le ratio de variation de nombre de copies au niveau du génome, on a une corrélation qui est significative, ce qui signifie en fait que lorsqu'une région du génome va être dupliquée, on va pouvoir en conséquence avoir une augmentation du taux d'expression des gènes que cette région va contenir. Donc pour conclure un petit peu sur cette partie, même si c'est encore des données préliminaires, on a bien pu induire une augmentation de la thermotolérance expérimentalement, assez rapidement, avec 2 épisodes de stress consécutifs d'1 an. Et cette augmentation de la thermotolérance est associée à la fois à des modifications très importantes du transcriptome et également une augmentation globalement de nombre de copies de beaucoup de régions du génome. Et il n'y a pas encore d'analyse d'enrichissement de voies moléculaires, mais parmi les gènes qui vont être différentiellement exprimés, on a identifié une protéine de choc thermique, HSP60, qui en fait est induite au cours du premier stress thermique, différentiellement exprimée entre ces 2 conditions, et qui ensuite devient exprimée de façon constitutive à la suite des 2 épisodes de stress récurrents. Donc pour le deuxième volet de ces travaux, donc qui viennent juste en fait de commencer, la stratégie, je vous le disais, est une stratégie comparative, en fait à différentes échelles, pas seulement entre des populations, mais également entre 2 espèces de coraux, donc Oscillopora d'amicornis, le corail tropical symbiotique dont on vient de parler, et également Corallium rubrum, corail rouge de Méditerranée. Et pour chacune de ces 2 espèces, on va comparer des populations provenant d'environnements présentant de plus faibles ou de plus fortes fluctuations thermiques annuelles. Alors pour ce qui concerne Oscillopora d'amicornis, on a 2 sites différents. Pour le corail rouge, on a échantillonné en dessus et en dessous de la thermocline. Donc pour l'ensemble de ces populations, on a également une comparaison entre différents génotypes et plusieurs réplicas pour chacun de ces génotypes. Alors les travaux, les expérimentations viennent de commencer.
pour Pocillopora d'amicornis. Donc ici, les deux populations qui ont été échantillonnées. Une population de Nouvelle-Calédonie, qui est notre population subissant un milieu naturel de faibles fluctuations thermiques. Ici, c'est les fluctuations annuelles depuis les années 80, donc de 21,5 degrés jusqu'à 29 degrés, et jusqu'à 33 degrés pour la population omanaise, donc qui est notre population subissant naturellement de plus fortes fluctuations thermiques. Donc ici, les tout premiers résultats concernant cette espèce avec un petit schéma expérimental. 3 réplicas pour 3 génotypes différents avec une condition contrôle qui correspond à la température moyenne des mois chauds et une condition pour laquelle on va augmenter la température de 1 degré tous les 5 jours. Ici, pour la population de Nouvelle-Calédonie, à partir de 30 degrés, on a très rapidement une nécrose des tissus. Et pour la population omanaise, c'est à partir de 34 degrés qu'on a un phénotype qui est moins drastique, avec une contraction, une rétractation complète des polypes. Donc ces échantillons vont être analysés au maximum de la réponse, c'est-à-dire à 29 degrés et 33 degrés pour Nouvelle-Calédonie et Oman respectivement. Donc c'est des échantillons qui viennent juste d'être produits, donc qui vont faire l'objet d'une analyse transcriptomique. Mais pour les mêmes populations, on a également un échantillonnage en population naturelle qui font l'objet d'un séquençage RAD pour rechercher des marques d'adaptation, marques de sélection au niveau génomique. Et puis, dans les travaux en cours, également l'étude de la dynamique de l'holobionte dans son ensemble, c'est-à-dire pas seulement de la réponse du cnidaire, mais également dynamique des communautés microbiennes associées et des proportions des différents clades d'algues symbiotiques. Donc les ambitions de ce projet, c'est de comprendre à une échelle intégrée le poids relatif du génome, de l'hologénome dans son ensemble, mais également de l'épigénome et du transcriptome donc sur la modification de phénotypes, et puis également les liens qu'il peut y avoir entre ces différents compartiments. Donc analyse des voies moléculaires impliquées dans cette thermotolérance et comment ces variations, ces différents niveaux de variation peuvent constituer un matériau pour la sélection naturelle. Une autre ambition de ce projet est de considérer ces coraux dans leur ensemble, l'hôte, mais également les communautés microbiennes associées, et puis d'identifier des biomarqueurs de santé, biomarqueurs moléculaires, et fournir des éléments pour une meilleure compréhension et une amélioration des modèles prédictifs du devenir de ces organismes. Et donc pour terminer, je voudrais remercier les collègues du laboratoire IHPE qui ont travaillé sur ce projet, un projet qui a nécessité de nombreuses compétences différentes. Jérémy Vidal-Dupiol qui était beaucoup impliqué dans ce projet et qui a maintenant obtenu un poste au Centre éphémère du Pacifique. Et puis l'ensemble de nos collaborateurs à l'IRD, à Marseille, à Agde et à Banyuls pour les expérimentations à Oman et les intervenants dans l'ANR ADACNI, adaptation des cnidaires. Merci.